Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Bienvenue pour ce nouveau numéro d'Accès Direct, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité en direct sur 8 Mont-Blanc et sur notre page Facebook. Vous avez d'ailleurs la possibilité de nous adresser vos commentaires ou encore vos questions avec notre hashtag Accès Direct. Ce soir, une émission un peu exceptionnelle puisque nous serons en direct du Salon de l'Agriculture à Paris avec nos deux envoyés spéciaux de choc, Fanette Debuisson et Olivia Boisson. Je recevrai également Dominique Létang, le directeur de l'ANENA, l'Association nationale pour l'étude de la neige et des avalanches. Mais avant, Pauline, bonsoir. Bonsoir Seb. Alors on va voir avec toi les titres du journal de la rédaction. On débute avec le froid qui continue de sévir et donc la surveillance qui est accrue auprès des plus démunis. Oui, Jean-Paul Crespi a suivi une maraude du côté de Chambéry avec l'association La Sasson. Alors on le verra, c'est compliqué. Ils doivent trouver un peu les SDF pour voir un peu s'ils veulent ou non être en place d'hébergement d'urgence. C'est pas toujours le cas. Là, nos deux départements sont en vigilance orange, neige et verglas. Donc cette nuit, ce sera encore compliqué. Donc on suivra cette maraude avec Jean-Paul Crespi. Et puis on l'a dit dans le sommaire, le salon de l'agriculture, direction Paris, pour un reportage aujourd'hui, c'était la journée des Savoies. C'est ça, c'était notre journée aujourd'hui. Il y a plus de 100 agriculteurs qui sont de Savoie-Mont-Blanc qui sont là-bas à Paris pour le 55e salon de l'agriculture. Et donc tu le disais, Fanette Debuisson et Olivia Boisson sont sur place. On verra le reportage avec l'ambiance sur place dans le JT. Et puis toujours, question salon d'agriculture, on passe à la revue de presse. Jean-Paul Crespi leur avait consacré une série, les fromages d'abondance, qui ont été récompensés. Oui, je reste un petit peu dans la thématique de fromage, c'est un peu toute cette semaine. Donc fromage d'abondance du Chablais qui a été récompensé. Le concours général agricole qui s'est déroulé ce lundi a consacré les meilleures abondances du Chablais. En abondance fermier ont été récompensés de la médaille d'or. Les Gaec Barbossine et le Morclan, c'est deux exploitations du côté de Châtel. Le Gaec Le Noyer de Laringe a reçu, lui, la médaille d'argent pour l'abondance laitier. La fromagerie des Hauts-Savoie fabriquée à la fruitière de Féterne a été décorée de la médaille d'argent. Donc beaucoup de médailles d'or et d'argent. C'est toujours un moment important, on le sait, pour les agriculteurs de recevoir un prix. C'est important aussi derrière puisque c'est une belle vitrine et ça vend davantage de fromage. Et puis toi Seb, tu t'es intéressé au sport, on sort des JO de Pyeongchang et on parle de ceux de Pékin. On parle encore de médailles. Et du coup de médailles olympiques, donc tu l'as dit, les JO de Pyeongchang sont à peine terminés, ça s'est fini ce dimanche. Déjà on parle des prochains Jeux d'hiver qui ont lieu toujours en Asie, du côté de Pékin. Pékin qui avait accueilli les Jeux d'été en 2008, cherchez l'erreur. La Tribune de Genève nous apprend dans un article que la Chine a décidé de mettre le paquet pour l'organisation de ses 24e Jeux olympiques, avec déjà plus d'un demi-milliard de dollars de plus que le budget prévu. Donc voilà, ça en dit long sur l'ambition des Chinois. Ces investissements sont prévus donc, pour les stades. Ils vont construire une autoroute, ils vont construire des stations de ski tout simplement, ou encore 3 villages olympiques, pas un, pas deux, mais 3 villages olympiques, comme ça il y en aura pour tout le monde. Donc ce seront toutes ces infrastructures qui vont sortir de terre. Des collines ont été redessinées pour y construire des pistes, rien que ça. Une folie des grandeurs qui pose aussi la question de l'expropriation des milliers de paysans installés dans le district du Chongli, le Chongli qui accueillera des épreuves de snowboard et de ski. Il y a des paysans qui sont expropriés, des gens qui sont chassés de leur maison. On a rasé des villes. Donc ça, c'est un côté, on va dire, un petit peu sombre des Jeux Olympiques. Rappelons aussi qu'une des grosses parties de ces dépenses sera consacrée au canon à neige, puisqu'en 2022, à Pékin, la neige sera 100% artificielle. Dommage. Les JO de la démesure, on va dire. Voilà. Merci Pauline, on te retrouve peut-être en fin d'émission, on verra pour le titre du JT. Et donc quant à nous, on prend la direction du parc des expositions de la Porte des Versailles à Paris, avec le salon de l'agriculture, avec Fanette et Olivia. Fanette, c'est à toi. Olivia, c'est à toi. Bien, salut. Effectivement, je suis à Paris au Salon de l'Agriculture, plus précisément dans le chalet des Gîtes de France, Savoie-Mont-Blanc. Je suis avec Anaïs Pocard qui est membre du groupe jeune Tarin, donc elle représente la race tarentaise, et puis Patrice Jacquin qui est président de la Chambre d'agriculture Savoie-Mont-Blanc. Bonsoir. Bonsoir. Alors une question déjà pour tous les deux, on va commencer par vous Patrice. C'est important pour vous d'être ici sur ce salon ? Notre présence est incontournable. C'est avant tout une vitrine de l'agriculture française et dans quel cas l'agriculture Savoie-Mont-Blanc doit être présente. Nous devons expliquer, nous devons faire toucher, nous devons faire déguster, nous devons accueillir. C'est le propre de l'agriculture, c'est le propre de nos territoires, c'est le propre d'un environnement d'exception au niveau de Savoie-Mont-Blanc. Et pour ce faire, nous recevons un public innombrable. Et je dois dire que toutes ces journées qui viennent de s'écouler, je ne me souviens pas avoir reçu autant de monde sur ce salon international de l'agriculture. Et vous, Anaïs, ça vous impressionne aussi, justement ?
Oui, c'est vrai, il y a beaucoup de monde dans les allées, beaucoup de monde qui s'intéresse au stand Savoie-Mont-Blanc et à la race tarentaise. Et c'est très important à mon goût, enfin pour moi, de faire connaître cette race qui se doit d'être connue et appréciée de tout le monde. Alors on reparlera de cette race dans quelques minutes. On va commencer par nos produits des Pays de Savoie qui sont mis à l'honneur pendant tout ce salon. Alors 8 produits AOP, 7 IGP. Je suppose que c'est très important. Est-ce que justement cette reconnaissance booste les ventes? Alors, avant tout, je voudrais dire que cette reconnaissance méritante, nous l'avalons à nos anciens responsables depuis 60 ans, puisque nous fêtons les 60 ans de nos appellations, les 50 ans de l'appellation Beaufort. Et donc, je dois dire que nos responsables d'une époque ont réussi. Et aujourd'hui, ce que nous portons, c'est toutes les valeurs qu'ont portées nos anciens responsables, qui ont été visionnaires et qui ont su, au travers de notre handicap, au niveau de nos reliefs, au niveau de nos difficultés, concrétiser une politique agricole au niveau des Savoies qui, par les labels, par les appellations, est une réussite extraordinaire. Nous avons... Juste, effectivement, on peut le remarquer, nous avons un territoire qui est très atypique, très particulier. Oui, absolument. Et donc, nous ne serons jamais comme les autres. Nos territoires atypiques font que, eh bien, par les reliefs, nous ne produirons jamais des gros volumes. Par contre, pour la réussite de nos agriculteurs, nous avons le devoir, par nos appellations, par la volonté de la Chambre d'agriculture, de concrétiser la haute valeur environnementale, d'expliquer, d'exprimer ce que nous voulons faire. Eh bien, c'est aussi déterminer la réussite de nos agriculteurs dans un futur proche et d'avenir. Est-ce que cette année, il y a une tendance ou un produit qui vous plaît en particulier? Eh bien, je vais vous dire, je vais être franc avec vous, ce qui me plaît cette année, c'est la présence de nos agriculteurs en capacité d'expliquer, d'exprimer, de faire déguster. C'est la fierté de nos agriculteurs d'être présents sur ce salon. C'est à quelque part la réussite par des médailles d'or, la réussite de nos produits par rapport à l'ensemble de nos appellations, des producteurs, des coopératives qui réussissent. Et bien tout cela, pour le président de la Chambre, c'est effectivement une fierté. Donc pour vous, les produits savoyards sont nettement bien représentés et ont lieu d'être représentés? Non seulement ils ont lieu d'être représentés, mais c'est un devoir d'être présent. Pourquoi? Eh bien tout simplement au travers le grand public qui vient nous retrouver et qui fait que nous avons le devoir de parler de nos territoires. C'est aussi être ambassadeur par nos produits de territoire et donner envie de venir sur nos territoires savoyards. Merci beaucoup. On va passer à la race tarentaise, les tarines, hein, comme on les appelle, avec Anaïs. Est-ce que c'est une race qui est difficile à élever? Alors, difficile, non. Mais c'est une race très adaptée donc, à nos territoires Savoie-Mont-Blanc, parce que c'est une race rustique qui est adaptée à la montagne. Et donc c'est vraiment un plus d'avoir une race comme celle-là pour les endroits où nous sommes. Quelles sont ses particularités exactes? Comment est-ce qu'on la reconnaît? Alors la race tarentaise, on la reconnaît grâce à sa robe unie fauve ou froment. Et alors elle a des membres très fins qui lui permettent de marcher pendant longtemps dans la montagne. Elle a des sabots à cornes noires très durs qui permettent donc voilà de pouvoir aussi marcher dans la montagne. Elle a le tour des yeux noirs, donc on dit souvent qu'elle est maquillée, qui la protège du soleil, et pareil pour les muqueuses du nez qui sont aussi noires. Comment est-ce que vous faites pour faire perdurer cette race, je dirais, à l'état pur, si je peux me permettre? Alors on travaille beaucoup sur la génétique et de plus en plus on améliore cette génétique en inséminant et en essayant voilà, de progresser sur tous les points, que ce soit mamelle, que ce soit sur le corps, et pour rendre cette race encore meilleure. Est-ce qu'elle est reconnue cette année? Est-ce que ça marche bien pour la race? Je pense, oui. On a eu le concours cet après-midi et j'ai trouvé qu'il y avait vraiment beaucoup de monde autour du ring et dans les gradins. Et c'était vraiment, ça fait vraiment plaisir de voir qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'intéressent à cette race qui mérite vraiment d'être connue. Oui, parce que justement, vous avez beaucoup de visiteurs. Est-ce que vous sentez un certain engouement? Oui, oui. Et puis, je pense que le lien qui est fait avec les fromages Savoie-Mont-Blanc, c'est vraiment très intéressant puisque les gens comprennent vraiment l'utilité de cette race dans ces territoires et la qualité des produits qu'elle peut produire du coup grâce à son lait très fromageable.
Bien écoutez, merci beaucoup à tous les deux. Très bonne fin de salon. Et puis nous, on se retrouve tout à l'heure avec Adrien Léger, qui est éleveur. À tout à l'heure, Sébastien. Merci Olivia. On va passer quant à nous à l'invité du jour. Dominique Létang, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes le président de l'ANENA. Le directeur. Le directeur, pardon, le directeur, bonne rectification. Le directeur de l'ANENA, donc l'Association nationale de l'étude de la neige et des avalanches. Déjà, avant toute chose, avant de s'intéresser à ce qui se passe, pouvez-vous nous rappeler ce qu'est l'ANENA et quelles sont ses missions précises? Alors, l'ANENA a été créée en 1971 après l'avalanche meurtrière de Val d'Isère. Donc en 70, qui avait fait 39 morts. Et l'État donc a décidé de mettre en place une association pour faire de la prévention et de la sensibilisation du grand public. Alors on peut dire malheureusement cet hiver que vous avez particulièrement beaucoup de travail avec tout ce qui se passe, toutes ces avalanches, tous ces accidents en montagne. Et oui, beaucoup de travail, notamment de communication, parce qu'il faut rappeler à chaque fois que malheureusement l'avalanche, on ne l'évitera pas, mais qu'on peut éviter par contre qu'il y ait 3, 4, 5 personnes emportées sur la même avalanche en respectant des consignes de base de sécurité. Alors on a entendu beaucoup de choses, hein. Certains ont même développé des vocations, voire des carrières de météorologue. Vous qui êtes un spécialiste, est-ce que vous avez une explication rationnelle sur le fait qu'il y ait autant d'avalanches en ce moment? Non, alors moi je ne suis pas donc justement un spécialiste de la météo. En revanche, avec... De la montagne en tout cas. En tout cas de la montagne, oui. Et avec le recul, on s'aperçoit effectivement qu'il y a de véritables changements climatiques. Et notamment ces amplitudes de température qui sont absolument extraordinaires. Là, on va avoir du très froid et puis dans quelques jours, on aura trop chaud. Donc ça bouleverse le manteau neigeux. Et puis à chaque fois, maintenant, les chutes de neige sont accompagnées de vent. Et c'est le vent qui, très souvent, met en place, malheureusement, provoque ces plaques et qui sont si difficiles à déceler. Ce vent, c'est une nouveauté? C'est quelque chose qui existe déjà ou c'est encore plus poussé? C'est plus poussé, oui, oui. Beaucoup plus poussé qu'avant. Et moi qui ai 35 ans d'expérience en montagne, 40 ans, là, on voit de grandes différences, oui. J'imagine que la tempête Eleanor, qui a violemment touché les Alpes en début d'année, ça n'a pas dû arranger les choses? Et non, parce que voilà, ce sont des événements qui sont malheureusement qui vont se répéter très certainement, puisqu'on appelle maintenant ça, nous, des crues avalancheuses. Et lorsqu'on parle de crues, c'est un peu comme les inondations, ça veut dire qu'au bout d'un moment, on est débordé par tant de neige. C'est tout ce qui est la soudaineté et puis l'abondance de neige en très très peu de temps. Alors on rappelle, il y a 3 types d'avalanches, si je ne dis pas de bêtises. Oui, l'avalanche de plaques, avalanche d'aérosol. Ce sont ces fameuses grosses avalanches où on voit un gros nuage qui est devant, qui est sur le front de l'avalanche. Et enfin les avalanches qui sont dites de fonte, qui sont plutôt au printemps. Ce sont des avalanches qui descendent doucement, mais avec une neige qui est très très humide. Est-ce qu'une avalanche comme celle qui est arrivée donc en 1970, qui a entraîné la création de l'ANENA, c'est quelque chose qui peut se répéter aujourd'hui, dans les années à venir? Malheureusement, ça pourrait se répéter, même si on a fait énormément de travaux. Et il y a un organisme à Grenoble qui travaille que là-dessus, sur la protection des avalanches, donc des infrastructures, avec toutes les digues, les tournes, etc., pour les dévier. Mais il n'empêche que si on a des événements extrêmes, extraordinaires, un petit peu comme on l'a vu aussi en Italie l'an dernier, avec cet hôtel qui a été complètement dévasté, il faut rester extrêmement prudent. Ceci dit, on fait du déclenchement préventif des avalanches justement pour éviter qu'il y ait de trop grands dépôts. Et donc normalement, on doit se prémunir contre ça. Mais il faut quand même rester vigilant. Alors, en parlant de prudence, en parlant de vigilance, est-ce que vous diriez aujourd'hui que les gens, je parle au sens large, n'ont pas conscience du danger? Non, moi je pense que les gens ont conscience du danger, notamment les skieurs de randonnée, qui vraiment, on le voit sur toutes nos formations, enfin ils se renseignent beaucoup, ils apprennent, ils viennent sur les formations ANENA. Ces gens-là ont vraiment conscience. Après, dans la pratique du hors-piste, c'est un petit peu plus difficile. Les locaux, les gens du cru, oui, ont conscience du danger, plus ou moins. Certains vont chercher un petit peu justement les limites pour se faire bien plaisir et des fois se faire peur. Et il y a cette population de touristes. On l'a vu malheureusement il y a quelques jours en arrière à Val d'Isère, où alors là par contre il n'y a aucune culture montagne, aucune connaissance, et s'aventurer en hors-piste comme ça sans aucune formation, ça paraît absolument extraordinaire. Et voir un petit peu là le père avec sa fille, franchement, mourir à 11 ans dans une avalanche, c'est limite inconscient. C'est terrible. Oui, c'est limite inconscient. Ouais. Alors, il n'y a pas de solution miracle, on ne peut pas mettre des gens devant chaque hors-piste, chaque secteur hors-piste. Quelles peuvent être les solutions justement?
Les solutions, ça passe par la communication. Hein. Essentiellement, on répète, nous, en permanence, que les gens doivent se renseigner, et notamment auprès des pisteurs secouristes, parce que c'est eux qui sont sur place et qui connaissent très très bien leur secteur, et justement les endroits où il ne faut pas aller par certains moments. Ce n'est pas toujours instable, mais il y a des moments où il ne faut pas sortir. Je vois la communication et après la formation. Et je vois cette année, comme on a de la neige, tout le monde travaille, y compris l'ANENA. On a eu beaucoup de demandes de formation pour des sessions justement de freeride à la journée. Donc il y a bien une volonté, et ça vient souvent des parents qui prennent des formations pour leurs enfants. Ça, justement, c'est quelque chose que vous mettez de plus en plus en place, ce type de formation? Oui, alors ça fait quelques années, malheureusement, comme tout le monde, en début de saison, depuis quelques années, on n'avait pas de neige, donc ça avait du mal à partir. En revanche, cette année, oui, on a vraiment un grand lot de formations sur tout le territoire national, puisqu'on a à peu près une centaine de guides, moniteurs qui sont harmonisés chaque année par l'ANENA et qui dispensent soit des conférences, ou des formations sur le terrain de détecteurs de victimes d'avalanche, de niveau 1, niveau 2, suivre la trace, faire la trace, session rando, session freeride, enfin voilà, il y a toutes sortes de Justement, formations. pour en venir à ces avalanches, on sait que 90% des avalanches sont dues à soit des freeriders, soit des randonneurs. Est-ce que vous comprenez ces skieurs qui cherchent le grand frisson, notamment hors piste? Oui. Oui, je le comprends. Je le fais moi maintenant, mais je l'ai fait moi aussi. Alors, voilà, justement, à l'ANENA, nous, on n'est pas des censeurs, on est là, on prône et on dit que le ski hors piste, c'est vraiment une très très belle activité. Comment ne pas être attiré par cette ivresse de la poudre? Mais ce n'est pas toujours bon. C'est là où il faut travailler. C'est-à-dire, oui, on peut faire du ski par risque 3, oui, par risque 4 aussi, mais en prenant des mesures de sécurité. Entre 2011 et 2017, j'ai vu les chiffres, dites-moi si je me trompe, 195 morts. Ce sont des chiffres que j'ai vus. Entre 2011 et 2017, 195 morts et 259 blessés liés à des avalanches. C'est des chiffres qui paraissent fous. Eh oui, mais c'est ça, c'est la moyenne malheureusement de 30 personnes décédées par an dans nos montagnes en avalanche, et pour moitié en ski hors piste et l'autre moitié en ski de randonnée. Et aujourd'hui, nous sommes à 16 morts déjà depuis le début de l'année? Depuis le début de l'année, oui. La neige est paradoxale, puisqu'on peut dire qu'elle apporte beaucoup de bonheur, mais elle cause aussi pas mal de tourments, puisque vous l'avez dit tout à l'heure, les 3 derniers hivers ont été très compliqués en termes de neige, très déficitaires. Cette année, elle tombe en abondance, presque trop. C'est difficile à appréhender, la neige? Oui, c'est très très difficile, c'est très difficile. Et puis, en fait, ça nous remet dans un vrai hiver. On a un vrai hiver. On a eu de la neige précoce, il y a des grosses chutes de neige. Parfois, ça a été un petit peu tempétueux, mais c'est un vrai hiver. Là, maintenant, du grand froid, on va pas se plaindre. Mais du coup, c'est vrai que c'est un matériau, la neige, qui est complexe. Il n'y a pas de science exacte. Ce sera toujours difficile de ne pas se faire emporter par une avalanche. Mais je le disais tout à l'heure en préambule, l'avalanche, on ne l'évitera pas. Ce qu'il faut, c'est éviter un grand nombre d'emporter sur la même avalanche. Et ça, les gens doivent le comprendre. Il faut passer un par un dans les pentes, à la descente, chaque fois que l'on peut. Alors, avant de se quitter, on va parler de quelque chose que vous développez au sein de l'ANENA, les snowplaques, que Camille va nous amener sur le plateau. Qu'est-ce que c'est, tout simplement? C'est un produit qui est tout à fait novateur, puisque ça ressemble, c'est comme le Canada Dry, ça ressemble à une raquette à neige, mais ce n'est pas. C'est une plaque pour crampons d'alpinisme. En fait, de fait, ça revient à avoir une certaine portance comme une raquette, mais avec justement cette sécurité supplémentaire, puisqu'on a en permanence les crampons au pied, ses propres crampons, ses propres chaussures, et on vient adapter cette plaque. Alors la paire fait 620 grammes, c'est extrêmement léger, une très bonne portance pour les neiges molles, justement pour aller faire des cascades de glace, tout ce qui approche. Je pense aussi qu'en Himalaya, c'est quelque chose, un produit qui va très très bien fonctionner. Alors ce n'est pas un produit ANENA, mais c'est un produit qui a été conçu par des gens qui travaillent au sein de l'ANENA. Qu'est-ce qui vous a poussé justement à vous lancer dans ce produit? Parce que ça améliore la sécurité. On est quand même l'association pour l'étude de la neige et des avalanches, et c'est un produit qui améliore la sécurité dans le déplacement. Donc voilà, moi j'y vois beaucoup d'intérêt pour les gens qui sont notamment adhérents de l'ANENA. On a beaucoup de randonneurs, et les randonneurs alpinistes ou skieurs alpinistes vont se retrouver dans ce produit. C'est un produit qui est déjà disponible à la vente? C'est déjà un produit disponible sur la boutique de l'ANENA et www.anena.org. Il y a plusieurs couleurs, en plus c'est un joli design. C'est joli.
Donc, ouais, mais en fait, nous, on ne fabrique pas. Hein. Nous, on est juste là pour distribuer ce produit Snowplaque et qui a reçu un prix, quand même, le premier prix à l'ISPO de Munich, le salon international outdoor, dans la catégorie matériel d'alpinisme. Donc, c'est quand même... Gage de sûreté. Gage de sûreté, je me suis laissé dire qu'il y avait eu aussi une grosse commande du côté du Japon. Ah ben, oui, actuellement, il y a des pourparlers avec le Japon et qui, a priori, seraient intéressés déjà par une commande de 200 paires. Donc, à voir. Pour terminer, Dominique Létang, si vous aviez un message à faire passer à tous les amoureux de la montagne. Formez-vous, informez-vous, formez-vous. Et pour cela, il n'y a rien de mieux que l'ANENA. Merci beaucoup en tout cas. Merci en tout cas d'avoir fait le déplacement. On espère qu'on parlera moins d'avalanche. Malheureusement, vous l'avez dit, ça fait partie du jeu. Malheureusement, il faut juste essayer de limiter les risques. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Allez, on va retourner du côté de Paris, direction le salon de l'agriculture avec Fanette et Olivia Boisson. Cette fois, Olivia Boisson est en compagnie d'un éleveur présent sur ce salon. Exactement, Sébastien. Je suis avec Adrien Léger qui a 18 ans et Insuline, alors qui est un tout petit peu excité quand même ce soir. Hein. On va dire que j'ai plus de veste, hein, voilà. Donc Adrien, vous avez 18 ans, comme je l'ai dit, vous êtes en BTS en alternance dans une coopérative laitière à Moutier. C'est votre premier salon avec Insuline, vous l'avez présenté. Expliquez-moi, comment est-ce que ça s'est passé ? Donc on a commencé ce matin par la traite, très tôt pour qu'elle ait le lait optimal dans sa mamelle. Ensuite, on l'a lavée pour qu'elle soit le plus propre possible. Aux alentours de midi, on l'a préparée avec les paillettes, tout ça, vraiment qu'elle soit le plus présentable possible pour le juge. Et puis à midi et demi a eu lieu le concours et elle est passée en deuxième section. Alors vous avez fait la deuxième lactation. Qu'est-ce que ça veut dire ? Voilà, donc Insuline, elle est en deuxième lactation, c'est-à-dire qu'elle a fait son deuxième veau cet automne et qu'elle est en train de produire du lait suite à ce deuxième veau. Alors là, pour Insuline, c'était aussi son premier salon. Est-ce qu'elle est stressée ? Comment est-ce que ça se passe aussi pour elle ? Voilà, donc c'est son premier salon. Là, elle s'est habituée un petit peu à avoir du mouvement quasiment tout le temps, avoir de la lumière aussi. C'est vrai que c'est des choses qui changent beaucoup par rapport à chez nous, même si elle reste un petit peu stressée quand même au quotidien. Vous, comment est-ce que vous ressentez l'ambiance du salon ? Comment est-ce que ça se passe avec les autres agriculteurs ? Est-ce que c'est vraiment une expérience qui est sympa à vivre ? Ouais, donc en race terrine, c'est quand même très très convivial. On n'est pas une très très grande race, donc il y a peu d'éleveurs, on se connaît tous. Et non, c'est vraiment très convivial, c'est vraiment une bonne expérience et on est vraiment content. La race terrine, alors je posais la question à Anaïs Pocard il y a quelques minutes, mais pour vous, personnellement, est-ce que c'est une race qui est facile à élever ? C'est pas aussi facile qu'en plaine peut-être, mais on est habitué. C'est sûr qu'on a des contraintes différentes d'ailleurs. On est en montagne, donc il y a le relief, tout ça. Mais quand on connaît ça, on en tombe amoureux. Mais non, forcément, quand on est dedans, ça nous plaît et on quitte plus le berceau après. Je suppose qu'on vous revoit ici l'année prochaine. Si possible, ouais, oui. Bah écoutez, merci beaucoup. Très bonne fin de salon. Et puis bon courage à Insuline. Sébastien, je te rends l'antenne et puis on se retrouve tout à l'heure avec Fanette dans le JT. Merci Olivia, merci pour cette immersion au salon de l'agriculture. Allez, Pauline, une fois n'est pas coutume, on en avance. Très en avance. Très en avance. De retour donc sur ce plateau, le JT, tout de suite après cette émission, on va parler notamment du grand froid et des plus démunis. Oui, l'alerte orange qui a été mise pour neige et verglas depuis cet après-midi et ça court jusqu'à demain après-midi. Hier, Jean-Paul Crespi a suivi une maraude du côté de Chambéry avec l'association La Sanson. Alors, le travail des bénévoles est compliqué parce qu'il faut trouver les sans-abri pour leur demander s'ils veulent ou non être dans un centre d'hébergement. C'est pas toujours le cas, donc c'est pas toujours évident. Mais ils essayent un petit peu de voir si ça se passe bien pour eux la nuit malgré le froid et s'ils sont bien abrités. Et puis on reprendra la direction de Paris, on a pas mal d'allers-retours aujourd'hui. Oui, c'est ça, on va beaucoup à Paris. Entre la journée consacrée aux Savoie. C'est ça, la journée spéciale qui nous était dédiée aujourd'hui. Olivia Boisson et Fanette de Buisson étaient sur place. Elles ont arpenté les couloirs du salon pour voir un petit peu justement comment ça se passait pour Savoie-Mont-Blanc. On le voit, il y a beaucoup de dégustations. Le stand fonctionne plutôt bien, a priori, beaucoup de dégustations de fromage. Donc on ira faire un petit tour tout à l'heure et on les aura aussi en direct dans le JT pour faire un petit peu le point juste avant la fermeture des portes de la journée. Merci beaucoup Pauline. Avant de se quitter, on va regarder un petit reportage sur une inauguration, en tout cas une première pierre d'un centre technique de décolletage. C'est un reportage de Lucie Martin.
Permettre aux entreprises du décolletage d'accéder aux plus grandes technologies avancées, c'est l'objectif du futur technocentre de Cluses. Ce centre de ressources et d'expertise industrielle et technologique accueillera sur 7000 m² des ateliers et des laboratoires pour la recherche et le développement. Un projet réfléchi depuis 2009. On doit, dans le futur, fabriquer des pièces de plus en plus complexes avec des matériaux de plus en plus durs. Ça veut dire que les entreprises, il faut qu'elles renforcent leurs services techniques, leurs services de méthode, pour pouvoir imaginer les solutions de demain. Et donc, le technocentre leur permet déjà aujourd'hui, mais leur permettra davantage demain de pouvoir les accompagner dans cette recherche. C'est un chantier de près de 12 millions d'euros, soutenu notamment par l'État, l'Europe et la région, et plusieurs financeurs privés qui vient de voir le jour. Dans le département, l'industrie représente 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Un projet qui permettra entre autres d'ouvrir davantage le territoire à l'international. Nos clients viennent de plus en plus loin. Même si nous sommes une référence, c'est une référence territoriale, voire nationale. Nous avons besoin de démontrer que nous sommes également une référence internationale. Nos clients ont besoin de venir nous rencontrer. Nous avons besoin de leur montrer quels sont les outils que nous utilisons pour leurs besoins de demain. 3 noms ont été retenus pour le futur technocentre, Peak Center, ID Center et Quartz. Le dernier mot reviendra aux visiteurs du Salon international de la machine-outil de décolletage à La Roche-sur-Foron la semaine prochaine. Quant au chantier, il s'achèvera en automne 2019. Voilà, c'est fini pour ce soir. Merci à tous pour votre fidélité à nos programmes sur 8 Mont Blanc et sur nos réseaux sociaux. Merci à toute l'équipe en régie. Jeudi, vous retrouverez à cette même place Oliva Boisson, qui rentrera donc, on l'espère, de Paris. Elle recevra notamment Jean-Philippe Lefrançois d'Alpina. Passez une très très bonne soirée sur 8 Mont Blanc.